Nous sommes au lundi de Pâques, c'est le 2 avril 2018 aujourd'hui. La fête se poursuit toujours pour nos amis chrétiens à qui nous souhaitons une excellente célébration. Votre émission du soir est au rendez-vous. Merci d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Lundi de Pâques, une célébration pour nos amis chrétiens qui vivent la résurrection du Christ. Célébration, d'accord, mais après, que faut-il retenir? On en parle avec un prêtre sur ce plateau dans Autant Savoir. Le monde agricole nous emmène dans les jardins. Le maraîchage sans engrais chimiques est la solution adoptée par nombre de producteurs. C'est une méthode qui sauvegarde la santé des hommes et de la terre. Les détails avec Estelle Pazou et son invité. Nature et bien-être s'intéresse aux forêts du Bénin. Où en est le Bénin justement dans les forêts? Réponse à suivre avec Amandine Anembossou. Ce sera dans Nature et bien-être. Le sens de l'effort s'apprend aussi pour les tout-petits. Par quelle méthode leur enseigner donc ce sens de l'effort? Nous recevons sur ce plateau un coach en leadership parental pour nous donner des éclaircissements sur ce sujet. Alors, chers téléspectateurs, vous savez bien que le grand rendez-vous, c'est aussi la complicité avec nos collègues de la rédaction. Nadège Sani est avec nous ce soir pour le 19h45. Mais d'abord, on va découvrir les titres avec elle. Nadège, bonsoir. Bonsoir Karama Tagbataou. L'édition de ce journal sera composée de reportages sur le sel importé. Cet ingrédient de cuisine est apprécié des Béninois contrairement au sel produit localement. Les forêts sacrées du Bénin sont en voie de disparition. Pourtant, ces forêts participent à la protection de l'environnement. On s'intéresse dans ce journal aux raisons de cette régression. Pour finir, on parlera également du village de Nami, situé à quelques kilomètres de la centrale de Fukushima. Un site de recyclage des batteries du concessionnaire Nissan sera implanté dans cette cité portuaire. Voilà, merci beaucoup à vous Nadège Sani pour ces grandes articulations. On développe tout ceci avec vous dans moins de 45 minutes. Nous avons prévu pour vous, chers amis téléspectateurs, 4 panels, le monde agricole, nature et bien-être, autant savoir, et aussi espère. Alors, on ouvre le bal par le monde agricole. Edgar Deguénon, entrepreneur agricole, est l'invité de Estelle Pazou ce soir. Le maraîchage sans engrais chimiques, c'est bien possible. Comment? Les explications de l'entrepreneur dans un instant. Le temps de voir ce reportage de d'Estonia Bigot.
Une production agricole sans produits chimiques, c'est le credo de l'agriculture biologique. Progressivement, les maraîchers s'inscrivent dans cette logique au fin de permettre aux populations de manger sain et de préserver l'environnement. De par le passé, nous utilisons les engrais chimiques à outrance. Ça, il faut l'avouer. Nous utilisons, mais actuellement, nous utilisons faiblement les engrais chimiques parce que nous voulons passer de l'étape de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Dans la gamme des engrais chimiques, nous utilisons, comme je viens de le dire, faiblement l'urée et NPK. Et dans la gamme des engrais, des fertilisants organiques, nous utilisons beaucoup de compost et des fientes. L'utilisation des produits chimiques pose des problèmes non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la santé, surtout lorsque le dosage est mal fait. Lorsque vous voyez un fabricant qui donne des formulations, c'est-à-dire il propose tel type d'engrais, cela s'accompagne toujours des dosages, la quantité qu'il faut utiliser. Maintenant, en plus de cela, les gens ne maîtrisent pas trop les moments propices pour l'application, ce qui fait qu'on assiste à l'utilisation abusive. Et cela aussi est renforcé par l'état de pauvreté de nos sols, où le producteur, lui, il attribue directement le dépassement des doses à l'augmentation du rendement, et ce qui fait que les gens, ils en mettent beaucoup dans l'espoir d'avoir un bon rendement. La prise de conscience des dangers liés à l'utilisation abusive des produits fait ici son chemin. Aujourd'hui, le sol est tellement pauvre que même les engrais chimiques, ça ne va pas. Alors il nous faut nécessairement le compost pour pouvoir donner le rendement qu'il faut. Et nous sommes dans un environnement où cela s'impose. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, nous devons automatiquement passer du maraîchage conventionnel au maraîchage biologique. Quelques bonnes pratiques sont à prendre en compte pour une meilleure utilisation de ces produits. Je ne dirais pas qu'il faut arrêter d'utiliser les engrais chimiques, c'est-à-dire les engrais de synthèse, mais d'utiliser ça de façon raisonnée en combinaison avec les engrais organiques pour garantir la durabilité. Et lorsque nous parlons d'utilisation raisonnée des engrais chimiques, c'est-à-dire quoi? Il faut respecter les doses recommandées, appliquer ça au moment propice. En optant pour une agriculture biologique, les maraîchers entendent lutter contre la dégradation des sols et l'insécurité alimentaire. C'est leur façon à eux de permettre à l'agriculture de jouer pleinement son rôle, nourrir sans intoxiquer. Eh bien voilà, on y pense beaucoup, en tout cas sur cette chaîne de développement BB24, nourrir les populations sans intoxiquer ses amis, hein, et vous donc qui nous regardez, nos enfants, les vieilles personnes, les personnes adultes, tout simplement. Et Estelle Pazou, vous faites à chaque fois le devoir, en tout cas, d'honorer de votre présence sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Karama. J'ai hâte de vous demander, mais qu'est-ce que vous faites sur... Bonne fête, c'est lundi de Pâques. Vous êtes chrétienne, n'est-ce pas? Merci, oui, je suis chrétienne catholique. Merci. Vous avez fait un tour... à la plage? Non, mais pourquoi la plage? On parle de Pâques, lundi de Pâques, et vous dites plage. Mais d'abord église. D'abord église, et après on peut les parler gens de font un Pâques. tour à la plage pour festoyer la résurrection du Christ. Ah oui, le Christ aussi, on peut le retrouver là-bas, ou bien on s'inspire de ce qu'il a vécu. C'était juste une petite parenthèse pour mieux installer nos chers amis téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre et souhaiter par la même occasion la bienvenue à Edgar Degueno. Bonsoir à vous. Bonsoir Karamat. Bonne arrivée, c'est votre plateau. Alors aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit dans l'introduction, vous nous amenez droit dans les jardins et on parle du maraîchage sans les engrais chimiques. Estelle Pazou. Oui, c'est bien cela. Bonsoir Estelle. Bonsoir Monsieur Edgar Degueno. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant même de parler du maraîchage sans engrais chimiques, on va faire un petit retour en arrière. Et la pratique qui avait cours chez les maraîchers, c'était l'utilisation des engrais chimiques. Alors, quels étaient les résultats escomptés? Bien, en fait, le maraîchage, tout comme les autres spéculations agricoles, est un peu enclin à cet objectif donc, de produire plus sur la même superficie ou une superficie plus ou moins réduite, et également pour satisfaire les besoins de plus en plus croissants donc, de la population qui ne cesse donc d'augmenter.
Donc c'est face à tout cela que les industries, tous ceux qui travaillent pour pouvoir maximiser un peu, disons, le profit à travers la fabrication des intrants, s'y sont mis pour qu'en utilisant une petite terre, on puisse avoir le rendement le plus élevé possible. Donc c'est l'objectif principal en utilisant les engrais, c'est pouvoir produire en un temps record, mais avec des rendements assez consistants sur un terrain qui ne soit pas trop... Enfin, trop étendu, je veux dire. Alors, dans le reportage, on a suivi, il y a un maraîcher qui a dit qu'aujourd'hui, ça s'impose à eux de ne plus utiliser des engrais chimiques. Et est-ce qu'avec les engrais organiques qu'ils utilisent, ils peuvent avoir les mêmes résultats qu'avec les engrais chimiques? Alors, je dirais tout simplement que on ne peut pas décréter pour des gens qui sont déjà dans la production conventionnelle, je veux dire le maraîchage conventionnel, on va décréter l'arrêt donc de l'utilisation des engrais chimiques. Si les gens décident de le faire, c'est tant mieux. Il faut déjà commencer par recommander que les gens commencent par réduire progressivement l'utilisation des engrais chimiques, la quantité, les doses qu'ils appliquent au profit donc, des engrais organiques. Maintenant, pour ceux qui décident donc d'adopter rien que les engrais organiques, c'est bien possible. Tout comme le maraîchage conventionnel, le maraîchage organique ou le maraîchage biologique aussi, c'est un art avec tous les paramètres qu'il faut réunir pour pouvoir bien réussir cela. Je dis cela pour comme exemple, il y a beaucoup d'endroits ou bien de pays d'Afrique et d'Europe où moi j'ai fréquenté pendant mes stages et mes formations. J'ai pu me rendre compte que quand vous allez sur place dans les jardins, quand on veut récolter, vous êtes émerveillé, vous vous demandez si vraiment vous êtes dans un centre de production biologique ou pas. Au point où j'ai dû insister pour dire mais quels sont les engrais qu'ils utilisent. C'est là où on m'a fait découvrir un peu tout ce qu'ils ont, toute une gamme. Donc c'est des filières qui sont suffisamment organisées. Il y a différents types d'engrais organiques. Il y a des engrais organiques liquides, il y a des engrais organiques solides, il y a même des granulés qui sont fabriqués par différentes fermes et qui, selon les formules, peuvent correspondre à tel ou tel sol. Donc, vous pouvez produire bio sans souci parce que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir le faire. Donc, je peux dire que les gens, enfin, ceux qui décident donc de comment, c'est pas se convertir, ils n'ont pas de souci à se faire. Déjà, au niveau du Bénin aussi, il faut le dire, il y a quelques 10 ans, c'était assez difficile donc d'avoir des engrais organiques. Mais aujourd'hui, on en a des gammes, il y a plus d'une dizaine de gammes d'engrais organiques qui sont proposés sur le marché que les gens peuvent utiliser. Oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est à la portée de tous les maraîchers? Voilà. C'est accessible, d'autant plus que la gamme est assez diversifiée. Je parle déjà donc des engrais, je veux dire, organiques qui sont les plus couramment utilisés, tels que la fiente de volaille. Tout le monde peut se l'acheter. C'est vrai, plus les gens sollicitent, plus le prix augmente. Mais jusqu'à présent, quand même, la fiente de volaille est utilisée presque par tous les maraîchers, même ceux qui font utiliser de l'engrais chimique aussi. Il y a également la bouse de vache qui est utilisée. Il y a le compost. Il y a des structures qui sont spécialisées, qui fabriquent le compost qui met sur le marché. Donc, tous ces engrais-là qui sont fabriqués localement sont disponibles sur le marché. Et plus il y a donc des gens qui en offrent, plus le prix, la compétition, le prix commence par baisser. Il y a également des engrais organiques qui sont fabriqués par des entreprises du Bénin, du centre du Bénin, d'Assa, Boycon, autres, là, qui sont des engrais à base donc, de plusieurs éléments combinés pour faire des engrais organiques qui sont avec les formulations, etc. Donc, ces engrais-là sont disponibles. Il y a également une gamme d'engrais liquides qui sont importés, qui sont utilisés en agriculture biologique aussi. Donc, il y a de plus en plus donc, de prestataires qui offrent donc, ces engrais-là. Il suffit que les gens demandent l'information, ils peuvent avoir accès à ça et progressivement, on pourra remplacer les engrais chimiques, voilà, surtout au niveau donc, des denrées que nous consommons. Et donc, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que le maraîchage se détourne totalement des engrais chimiques pour se tourner vers les engrais organiques? Je crois que oui, les conditions sont en train de se réunir. Au moins pour ce que nous consommons, je pense qu'on peut faire cet effort-là. Et si les gens parlent, on peut pêcher par ignorance. Si les gens n'ont pas l'information, ils n'ont qu'à demander, on peut les renseigner, on peut les indiquer des endroits où ils peuvent avoir accès à ces produits-là. Et je pense qu'avec la gamme que nous avons aujourd'hui, on peut facilement, sans se tromper, dire qu'on peut laisser les engrais chimiques au profit des engrais organiques sans avoir le souci donc, de faire des rendements qui ne soient pas ce qu'on souhaite. Est-ce que pour avoir longtemps utilisé les engrais chimiques, un maraîcher qui décide aujourd'hui d'utiliser les engrais organiques, est-ce que la même terre qui avait été déjà imbibée d'engrais chimiques peut facilement s'adapter oui, aux engrais organiques pour faciliter la pousse des laitues, de la carotte et autres là? Ça peut bien s'adapter, mais il faudra un temps pour que la terre se régénère sérieusement. Quand je donne l'exemple des éléments, l'un des éléments qui facilite disons, le niveau, qui augmente le niveau de fertilité du sol, c'est l'humus qui est produit entre autres par les vers de terre, par exemple. Quand vous utilisez des engrais chimiques pendant longtemps,
vous n'allez plus voir du tout des traces de vers de terre sur votre sol. Généralement, vous allez voir les endroits où il y a des vers de terre le matin, on voit que les l'humus ressort sur la surface à chaque fois. Mais là, on utilise des engrais. Vous savez que les vers ne supportent pas du sel. Dans les NPK et autres, là, il y a du sel dedans. Voilà. Donc, quand vous utilisez pendant longtemps, vous n'allez pas le voir. Maintenant, quand vous faites la période de reconversion, vous arrêtez d'utiliser des engrais chimiques pendant déjà à partir de 6 mois, 1 an. Vous arrêtez les engrais chimiques, vous allez voir que les vers commencent par réapparaître, ils commencent par produire de l'humus et ça participe donc à la régénération donc, de la fertilité de votre sol. Et à part la régénération du sol que vous dites là, quels sont les autres avantages qu'il y a aujourd'hui à utiliser les engrais organiques? Alors, je continue sur le plan environnemental. Il y a le fait d'arrêter d'utiliser des engrais chimiques. Ça permet donc quand même de ne pas polluer donc, les éléments immédiats. Il y a le sol, il y a la nappe phréatique. Puisque nous n'oublions pas que quand nous ferons des puits pour utiliser l'eau, soit pour faire la vaisselle et beaucoup d'autres choses, c'est la même eau que nous essayons donc, que nous polluons comme ça en utilisant des engrais chimiques. Puisque avec les 1500 ou entre 1200 et 1500 mm de pluie que nous recevons chaque année, quand il pleut, tout cela participe au lessivage donc, du sol. Donc il y a une bonne partie de ces engrais chimiques-là qui vont directement dans la nappe phréatique et qui contribuent vers donc, nos puits que nous utilisons. Et il y a également le fait donc, de pouvoir participer à la protection de la biodiversité. Je parle des vers et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres auxiliaires, c'est-à-dire des insectes qui participent à réaliser l'équilibre de l'écosystème. Il y a sur le plan de la santé le fait que les producteurs même, les maraîchers même qui utilisent des engrais organiques, ils n'exposent plus leur santé aux intoxications. Les cas d'intoxication, vous les limitez ou vous les réduisez complètement en utilisant des engrais organiques. Tous ceux qui sont les usagers, les consommateurs, du fait donc de la consommation de ces produits-là, ça fait des avantages liés à notre santé en adoptant donc, des engrais organiques de façon progressive. Et vous savez, M. Deguelon, que la qualité, ça implique le prix. Est-ce que les produits maraîchers issus avec les engrais chimiques ont les mêmes prix que ceux dits bio, c'est-à-dire utilisés avec les engrais organiques? Avec l'expérience que nous on a faite, de façon générale, il y a une différence d'environ de 5 à 9% de rendement moins quand on fait de l'agriculture organique. Mais si vous réunissez tous les facteurs qui sont propices pour l'agriculture biologique, avec tout ce qu'il faut, vous pouvez atteindre les mêmes rendements qu'en maraîchage conventionnel. Sinon, parfois, vous pouvez même dépasser cela. Ce qui fait qu'au niveau donc, de la commercialisation, les prix sont légèrement différents. Ça peut augmenter donc, de 5% jusqu'à 10%, voire même 12% selon le produit. Mais je précise qu'il y a des cas où le coût de production est le même. Nous, on a essayé sur plusieurs. Par exemple, pour la carotte, en position biologique, en position conventionnelle, c'est pratiquement la même chose. Ça fait qu'au niveau de la commercialisation, les prix ne sont pas aussi exorbitants que les gens pensent. Et c'est surtout parce que les gens ne se rapprochent pas donc, de ceux qui produisent bio, qu'ils pensent systématiquement que tout est cher, mais ce n'est pas le cas. Alors, on l'a vu dans le reportage, les maraîchers, eux, ont décidé, les maraîchers qu'on a rencontrés, ils ont décidé de faire maintenant avec les engrais organiques. Et ils ne sont pas les seuls maraîchers dans le Bénin, sinon à Cotonou. Les autres maraîchers, est-ce qu'ils continuent d'utiliser les engrais chimiques? Et comme vous dites, ne peuvent-ils pas se rapprocher de vous pour avoir les formations nécessaires? Je pense que je précise que c'est des gens, c'est des amis que je connais, que je salue même l'initiative. C'est peut-être une indiscrétion. Ils m'ont sollicité il y a quelques jours pour me venir donc, leur parler un peu donc, des alternatives pour pouvoir arrêter d'utiliser des engrais chimiques. Donc, dans les jours à venir, je serai avec eux. Ce n'est pas que ceux de Cotonou et environ. Il y a des gens, même dans le fin fond du Bénin. Et puis, il n'y a pas plus tard, il y a quelques semaines, je suis allé former, sur sollicitation d'un partenaire au développement, je suis allé former plus d'une centaine donc, de maraîchers qui sont en train de se convertir au maraîchage biologique. C'est-à-dire que les gens sont en train de s'intéresser progressivement. Et à ces occasions-là, nous invitons des gens qui fournissent les engrais organiques et qui viennent leur parler, qui viennent présenter même leurs produits. Il y a ils ont même une feuille de route. Je parle des maraîchers du Monokoufo et de l'Atakora Donga. Ils ont même une feuille de route pour que d'ici la fin de 2018, le dernier trimestre 2018, là, ils puissent déjà commencer par mettre des légumes biologiques certifiés sur le marché. Donc, je les encourage et on est ensemble, on peut travailler pour la cause donc, de la fourniture de la produits sains aux Béninois. Et donc, pour faire une petite conclusion, le maraîchage sans engrais chimiques, c'est possible au Bénin? Oui, le maraîchage sans engrais chimiques est possible et ça se fait déjà. Il suffit que les gens demandent des informations. D'accord.
Merci beaucoup, M. Edgar Digueno. Karamat Tagbataou. Merci beaucoup Estelle pour ces échanges sur les produits du jardin. Ça m'intéresse beaucoup parce que le jardin, on peut le faire aussi à la maison. Ça c'est le jardin familial, enfin l'agriculture familiale. Un tout petit jardin potager chez soi à la maison. Oui. C'est important aussi. C'est vraiment important. On a même un plan pour ça. D'ici, dans les semaines à venir, on a un petit projet comme ça pour que des gens qui s'intéressent à ça, on a de prévoir donc des kits de jardin. Inscrivez déjà mon nom et on se suit en fait, quoi. Il y a Karamat Tagbataou après Estelle. Donc inscrivez-nous sur cette liste-là qui s'ouvre déjà sur ce plateau. Voilà. On donne donc le top pour ce projet sur l'agriculture familiale. Et c'est sur ces propos que nous mettons donc un point final à au monde agricole. Voilà. Le monde agricole qui s'est donc penché sur le maraîchage sans recours aux engrais chimiques. C'est bien possible et ça se fait déjà chez nous ici au Bénin. Nature et bien-être s'installent à présent. Nature et bien-être, voilà, on va quitter le petit jardin et on va s'évader un tout petit peu rapidement en 10-15 minutes dans les forêts. Les forêts, est-ce qu'on en a véritablement au Bénin? Vous aurez tout à l'heure des réponses avec notre invité, mais avant, nous allons vous inviter à regarder ce reportage sur la journée des forêts. Nous sommes dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi, plus précisément au quartier à Conville. Ce site, reboisé l'année dernière, est entretenu ce 21 mars 2018 en commémoration de la Journée internationale des forêts. Une journée placée sous le thème « Forêt et ville durable ». Le gaz le plus important que nous dégageons en ville, c'est le dioxyde de carbone, donc le CO2. Et les arbres ont cette capacité de consommer donc le CO2 et de rejeter, disons, l'oxygène. Alors, si la ville va être durable, si les gens vont vivre durablement dans la ville, il faut bien qu'il y ait cet oxygène. C'est pour cela que dans les espaces, il est prévu que nous créons donc des poumons verts. Le thème de cette année, c'est Forêt, ville durable, pour encourager la communauté internationale, les populations, les élus locaux, d'accord, à réaliser à l'intérieur donc des villes, des forêts, des bois, des promenades, ce qui se voit dans les autres pays. Les plans n'ayant pas résisté à la sécheresse sont remplacés. L'objectif est clair, les villes béninoises doivent être plus vertes et plus saines. Les espaces autrefois occupés par les populations déguerpies doivent laisser toute autre couleur pour arborer le vert. En ville, comme vous pouvez vous en douter, c'est un puits à carbone parce que c'est ici que se produit surtout les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, qui constitue l'essentiel des gaz à effet de serre. Et ce sont nos poumons verts que nous mettons en ville qui constituent donc les capteurs donc, de ce polluant qui constitue le dioxyde de carbone. Les autorités communales ne sont pas du reste dans l'atteinte de cet objectif. Voilà, et il y a une structure qui a été mise sur pied. Il y a une cellule qui est là et qui s'occupe de l'entretien. Et la cellule est donc pilotée par le DST, c'est-à-dire le directeur des services techniques. Le système est mis en place le week-end. Les gens trouvent donc des heures spéciales pour s'intéresser à l'entretien de ces plans-là. Nous allons dire et lancer vraiment appel à nos populations pour leur dire ceci. Il n'est pas bon de faire de celui-là un dépôt d'ordures ménagères. Parce que les ordures ne peuvent pas cohabiter avec les plants. D'après l'ONU, plus de 2000 communautés vivent aux dépens de la forêt. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un seul bruit. Les ordures et les plants ne font donc pas bon ménage. Je retiens ça de cet élément, ce reportage de Rodrigue Babagbeto sur la journée des forêts. Monsieur Vivien Senoua, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes environnementaliste, également forestier. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau pour nous parler donc des forêts au Bénin. Où est-ce que nous en sommes? Amandine Niambosou, bonsoir aussi à vous. Bonsoir à vous, Karamat Tagbataou. Bonne fête.
Merci, bonne fête à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, on parle de forêt. Je suis bien tentée de vous demander, est-ce que dans vos voyages, quand vous quittez Cotonou pour Parakou, Cotonou pour Ouidah, Cotonou pour Porto, enfin, vous savez... Je ne quitte pas Cotonou. Non, 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 vous n'allez pas me dire que vous ne quittez pas Cotonou et que vous êtes tout le temps ici. Ce n'est pas possible, Amandine. Je ne quitte pas Cotonou. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'existence des forêts chez nous au Bénin? Oui, Karamata Gbataou, on a quand même des forêts au Bénin. Et selon l'ONU, 300 millions de personnes vivent dans les forêts, surtout dans les villes, dans les pays situés au sud. Donc, mais au Bénin, la superficie occupée par les forêts se réduit chaque jour, d'où l'intérêt de ce plateau. Oui. Donc, on va demander à M. Vivien Senouak ce qui explique cet état de choses. Pourquoi les forêts disparaissent? Merci beaucoup, madame. Et je voudrais remercier les téléspectateurs, excusez-moi pour la qualité de ma voix. C'est la fête du Pâques. Oui. Et en réalité, les forêts se réduisent de jour en jour, surtout à cause de l'explosion démographique. Parce que, étant donné que la population accroît de jour en jour, les besoins à couvrir en matière donc, des ressources forestières augmentent. Et de ce fait, l'exploitation forestière augmente davantage. Et donc cela a une répercussion sur les superficies des forêts disponibles au Bénin. Et si on doit dire comment se portent les forêts au Bénin, qu'est-ce que vous allez répondre? Merci beaucoup. Bon, je dirais d'abord qu'au niveau des forêts au Bénin, nous avons une couverture totale de 112 622 mètres carrés au niveau de la superficie du Bénin. Et nous avons 2 parcs nationaux, 4 zones synergétiques, nous avons 58 forêts classées, nous avons 8 périmètres de reboisement, nous avons des périmètres privés de reboisement des plantations privées et nous avons également des forêts communales. Voilà ce que nous avons en réalité au Bénin. Et ces forêts se détruisent de jour en jour et selon les statistiques de la FAO, en 2000, environ 70 000 hectares de forêts sont détruites d'année en année. C'est-à-dire par an, nous détruisons en moyenne 70 000 hectares de forêt. Alors qu'on devrait se battre pour avoir beaucoup plus d'espace vert. Tout à normalement. Fait, tout à fait, normalement. En réalité, cet état de choses s'explique par, comme je vous l'ai dit, l'explosion démographique. Mais il va falloir donc en retour qu'en exploitant ces forêts, il faut penser à la génération future. C'est-à-dire, au même moment que nous satisfaisons nos besoins actuels, il faudrait donc mettre en terre des plans pour que les générations futures également puissent avoir de quoi aussi subvenir à leurs besoins en matière d'exploitation forestière. Et puisque nous ne le faisons pas correctement, il y a un déséquilibre au niveau donc de l'exploitation et du reboisement. Quelle est alors la part des forêts dans la préservation de l'environnement? En réalité, les forêts jouent un très grand rôle dans la préservation de l'environnement. Et dans un premier temps, nous le disons de façon habituelle que là où il y a les forêts, il y a beaucoup plus la pluie, il y a beaucoup plus d'eau. En fait, la présence des forêts entraîne une augmentation de l'évapotranspiration, c'est-à-dire lorsque vous allez le matin en brousse ou en forêt, vous constatez qu'il y a des gouttelettes d'eau sur les feuilles au niveau des arbres. Et vous allez constater, si vous revenez dans l'après-midi, que ces gouttelettes d'eau disparaissent. Et donc, ce qui disparaît, en réalité, nous revient sous forme de pluie. Ce qui fait que lorsque vous avez la forêt quelque part, vous avez des végétaux quelque part, le fait que ces feuilles transpirent, ça fait évaporer davantage de l'eau qui nous retourne sous forme de pluie. Donc, la présence des forêts augmente donc la pluviométrie, la tombée de la pluie au niveau des zones fortement reboisées. Donc là où il ne pleut plus, c'est parce qu'il n'y a pas de forêt. Voilà. Bon, là, il ne pleut pas, on n'en a pas suffisamment. Dans un premier temps, plusieurs hypothèses se sont affrontées. On s'était dit que lorsque les nuages se déplacent, et ces nuages sont freinés par la présence des arbres, et ce frein donc, permet à l'eau de tomber à ces niveaux. Mais après, on s'est rendu compte que c'est tout à fait erroné, parce que si c'était comme ça, là où il y a les maisons à étages, on devrait avoir beaucoup d'eau. Mais malheureusement, on constate que la présence des maisons à étages n'augmente pas la pluviométrie. Mais comment reconnaître une forêt? Est-ce que
C'est partout, il y a de grands arbres. Un assemblage d'abord ou bien la brousse qu'on appelle forêt, ou bien comment reconnaître une forêt. Oui, au Bénin, la forêt, sinon est régie par une loi, la loi 93-009. Je ne sais pas si vous pouvez la zoomer, voilà notre loi. Montrez. Et vous donc pouvez la c'est cette montrer loi-là. aux caméras. On va demander à la réalisatrice. 93-009. Donc c'est elle qui régit les forêts jusqu'à présent au Bénin. Et au niveau donc de cette loi, la définition est claire. Pour parler de forêt, il faut que ça remplisse 3 conditions principales. Lesquelles? La première condition, il faut que ça puisse fournir du bois. Et quand on parle de fourniture du bois, nous avons 3 types de bois. Les bois énergie. Et quand on parle de bois énergie, c'est tout ce qu'on utilise pour produire de l'énergie. C'est-à-dire du charbon, du copeaux, bois de feu, tout ça, ça se rend dans le domaine du bois énergie. Nous avons ensuite le bois de service. Et quand on parle de bois de service, les perches que nous utilisons, les manches de roue, de coco, de tabac, de pioche, donc c'est des bois de service. Et la 3e catégorie, donc c'est des bois d'œuvre. Et les bois d'œuvre, donc c'est ça qui nous permet d'avoir des tables, des chaises, des meubles, ainsi de suite. Donc il faudrait que la forêt puisse nous permettre de satisfaire la production du bois. Ensuite, elle doit être capable d'abriter la faune, donc la faune sauvage, l'ensemble des animaux qui se développent dans un milieu géographique donné, on l'appelle faune. Donc il faudrait que la forêt puisse contenir des animaux sauvages. Et enfin, il faudrait que la forêt puisse permettre donc d'influencer la pluviométrie, d'avoir des aspects sur la protection du sol, ainsi de suite. Un peu comme vous l'avez expliqué. Voilà les 3 facteurs qu'on doit réunir pour parler de forêt. Et quels sont les types de forêts qui existent? Voilà, parce qu'on entend parler de forêt classée, forêt sacrée, forêt galerie et autres. Tout à fait. D'abord, au niveau de la loi, et au Bénin, on a d'abord 3 catégories de forêts. Les forêts naturelles, les forêts semi-naturelles et les forêts artificielles. Au niveau des forêts naturelles, nous avons des arbres qui sont nés spontanément, c'est-à-dire des essences qui ont germé d'elles-mêmes et donc qui ont peuplé cette partie. Donc on appelle ça forêt naturelle. Donc, au niveau des forêts naturelles, nous, en termes techniques, on parle de futaies irrégulières parce que l'ensemble des arbres ont poussé par la germination des graines, mais de façon spontanée. Voilà. Donc après ces forêts naturelles, nous avons les forêts semi-naturelles. On a des forêts semi-naturelles. Il y a eu un apport d'aménagement dans une forêt naturelle. Donc la forêt naturelle... Il y a eu une intervention humaine. Humaine, très bien. La forêt naturelle est peut-être un peu touchée par l'action anthropique. Et donc, on veut l'aménager pour lui donner encore sa valeur antérieure. Donc, on intervient et là, ça devient une forêt semi-naturelle. Et la dernière catégorie, c'est la forêt artificielle. Donc, c'est ce que notre loi a prévu. Et quelles sont les menaces qui pèsent sur les forêts au Bénin? Bon, comme je vous l'ai dit à l'entame... C'est déjà l'homme. C'est déjà l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme, puisque l'homme, pour satisfaire ses besoins, a besoin donc de détruire d'une manière ou d'une autre cette forêt pour pouvoir couvrir les besoins. Et nous ne réfléchissons pas sur la gestion durable de ces forêts. Mais il y a des lois qui protègent justement ces arbres-là. Hein. Enfin, je sais bien pour ceux-là qui commercialisent le charbon, par exemple. Je sais que, enfin, ils mènent une guerre en griffe avec les forestiers énormément. On entend toujours parler de ça. Donc, ce n'est pas une guerre. En réalité, le forestier est là pour la gestion rationnelle des ressources. Et donc, dans cette gestion rationnelle des ressources, et l'usager de l'autre côté pense que l'application des tests est là pour en quelque sorte, l'empêcher de bien jouir. Alors qu'il n'est pas interdit de jouir de ces ressources forestières, non? Il n'est pas interdit. Vous en bénéficiez, mais vous remplacez en même temps. Tout à fait. Mais est-ce que ça se fait justement? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. En réalité, c'est ça qui pose le vrai problème. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour une gestion durable des ressources forestières? La dernière question. Merci beaucoup. D'abord, il faudrait faire un peu l'état des lieux de façon fréquente. C'est ça qui nous manque beaucoup parce que je vous ai dit tout à l'heure,
que les dernières statistiques datent de 2000 et la FAO disait en 2000 que 70 000 hectares de forêt sont détruits par an au Bénin. Et de 1985 à 2000, ils ont estimé que le reboisement couvre une superficie de moins de 30 000 hectares. Vous voyez, ça pose un problème. Si en 15 ans, nous avons envoyé moins de 30 000 hectares et nous avons détruit par an 70 000, ça pose véritablement un problème. Amandine Anyambossou, moi je trouve que vraiment c'est un très très bon sujet. S'il y a possibilité de faire revenir Monsieur Senoua, on va le programmer. Voilà, sur comment faire alors pour sauvegarder ce qu'on a et puis permettre à ce qu'on ait beaucoup plus d'espace vert à travers les forêts justement chez nous ici au Bénin. Je pense bien. Oui. Merci beaucoup. On va organiser un autre plateau. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. C'est un plaisir pour moi de partager avec les téléspectateurs quelques informations par rapport à la gestion des forêts. Au Bénin. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse renouveler afin afin de pouvoir aller plus loin dans le développement. On va renouveler ça, Monsieur Senoua. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Amandine Anyambossou, merci beaucoup. C'était donc Nature et Bien-être avec vous ce lundi 2 avril où nous avons parlé, donc où nous avons fait, si vous voulez, un état des lieux des forêts au Bénin. Les forêts, il en existe bel et bien au Bénin et nous avons 3 types de forêts, les forêts naturelles, semi-naturelles et artificielles. Merci beaucoup à Monsieur Vivien Senoua, environnementaliste et naturaliste, non, forestier. Forestier. Merci beaucoup, bon retour chez vous, agréable soirée et on continue de fêter, de célébrer Pâques puisque nous sommes lundi de Pâques. Nous ouvrons une autre rubrique et c'est la rubrique SPR. L'avant-dernier plateau de ce grand rendez-vous aujourd'hui, en page SPR, nous recevons M. Fulgence Aouangonou. Bonsoir à vous. Merci d'être venu jusqu'à nous ce lundi de Pâques. C'est un plaisir. D'accord. Alors, vous êtes coach en leadership parental. Et nous allons parler avec vous aujourd'hui comment apprendre donc à l'enfant à avoir un sens de l'effort. Mais déjà, je voudrais que vous nous dites qu'est-ce que vous ou qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre par le sens de l'effort pour les tout-petits. Merci à vous. Vous savez, il faut d'abord comprendre que le sens de l'effort n'est pas inné. On ne naît pas avec cette habileté-là. Ça s'apprend. C'est un apprentissage. Et le sens de l'effort, c'est cette habileté qui nous permet de comprendre que nous devons toujours faire un peu plus, de la nécessité de toujours agir et d'agir un peu plus pour grandir. Vous savez, il est démontré que l'individu a toujours le désir d'être grand. C'est-à-dire nous avons toujours envie de grandir, pas psychologiquement, pas physiquement. Est-ce que le tout petit aussi a déjà cette... Non. Pourquoi je dis qu'on ne naît pas avec ça? Voilà. Ça s'apprend progressivement. Ça s'apprend tout doucement. Et au fil des jours, on comprend que la nécessité de grandir, d'aller plus loin est importante. Mais on ne le sait pas. Ce sont les parents qui doivent nous transmettre ça dans nos gestes au quotidien, dans nos paroles au quotidien. Donc c'est au quotidien qu'on apprend à l'enfant dans ce qu'il fait, au jour le jour, qu'il doit faire un peu plus pour pouvoir grandir dans la société, pour pouvoir exister dans la société, pour pouvoir apporter un plus dans la société. Donc les parents ont vraiment un grand rôle à jouer donc, dans cet apprentissage-là avec les tout-petits dès le bas âge. Est-ce que c'est facile ou c'est possible justement avec un enfant d'y aller comme ça, de lui apprendre le sens de l'effort? Le sens de l'effort, c'est possible, c'est possible. Il ne faut pas entendre par sens de l'effort traumatiser l'enfant. Voilà. Il faut comprendre que, vous savez, l'enfant, lorsqu'il a 6-7 ans, ce n'est pas un enfant de 2 ans, de 3 ans qu'on va apprendre le sens de l'effort. Justement, ça commence à quel âge, cet apprentissage-là? À partir de 7 ans, 6-7 ans, on peut commencer doucement, progressivement, dans les tâches du quotidien, à apprendre à l'enfant à faire un peu plus. D'accord, de façon pratique, comment cela va se faire? C'est vrai, vous l'avez dit que ça va se faire de façon, au jour le jour, tout doucement, et en essayant d'intégrer de nouveaux éléments à chaque fois qu'on évolue. Mais dans la pratique, comment cela doit se passer entre parents et enfants, dans l'apprentissage au sens à l'effort? Merci à vous. Dans la pratique, il faut d'abord savoir qu'il faut savoir tout donner à son enfant. Vous savez, il y a de ces parents qui donnent tout à leur enfant. Je ne dis pas à leur bébé,
à un enfant, j'imagine déjà un enfant de 7-8 ans, tous les désirs de l'enfant sont exaucés. Tout ce que l'enfant veut, il a. Et mieux, il y a même de ces enfants, 7, 8, 9 ans, qui savent déjà que tel terrain, c'est déjà à leur nom, tel bien de leur papa, c'est déjà à leur nom. Est-ce que c'est bien justement comme ça? Donc, il faut savoir tout donner à l'enfant. C'est extrêmement important. Vous savez, lorsqu'on devient parent, on fait souvent une erreur, on se dit, ce que moi j'ai vécu, les difficultés que j'ai connues, je ne voudrais pas que mes enfants connaissent ces difficultés. Et c'est justement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Les parents ne sont pas prêts, vraiment ne sont pas prêts à ce que leur enfant souffre. Ils font tout pour mettre à leur disposition tout ce dont ils ont besoin, et ça, dans les moindres détails, ne serait-ce que ces enfants soient à l'aise. On ne peut pas tout donner. Vous savez, je ne suis pas venu faire l'apologie de la souffrance, mais vous savez, lorsque vous avez étudié, peut-être il n'y avait pas la lumière. Je ne dis pas d'empêcher l'enfant d'avoir la lumière, c'est extrêmement important. Lorsque vous avez étudié, peut-être que nous en notre temps, non, il fallait faire 10-20 km pour pouvoir aller à l'école. Aujourd'hui, il y a des moyens peut-être pour mettre à la disposition des enfants des motos. Je ne dirais pas non, c'est important. Mais ce que je dis, c'est quoi? Vous savez, l'envie de grandir naît du désir qu'on a de devenir grand. Lorsque vous êtes au CP ou au C1 ou au CM2, c'est l'envie d'être grand qui nous amène à avoir le CP. Lorsqu'on est en troisième, on a envie d'être grand, pas physiquement, hein. On a envie d'aller loin, de voir de l'autre côté. Déjà de passer de la culotte au pantalon. On ne pense qu'à ça d'abord. Et on a le BPC, ainsi de suite, on a le bac. Mais vous imaginez, lorsqu'on se sent roi et qu'on se sent déjà grand, important, l'envie de faire l'effort n'existe plus. Parce que tu sais, mais pourquoi est-ce que tu feras l'effort quand tu sais que telle maison est déjà en ton nom? Quand tu sais que telle chose, tu as déjà tout. Donc, un enfant qui a tout aura toujours des difficultés à faire l'effort parce que ses parents lui auraient déjà tout donné. Et qu'est-ce que vous proposez justement aux parents dans ce cas-là? Tout donner à son enfant. Il faut lui donner exactement ce dont il a besoin. Est-ce pour vous, en tant que coach en leadership parental, de quoi a besoin un enfant? Le minimum pour un enfant, c'est quoi aujourd'hui, avec les temps que nous vivons? Le minimum pour un enfant, c'est d'abord un cadre idéal pour travailler, pour étudier. Le minimum pour un enfant, c'est exactement ce dont il a réellement besoin. Vous savez, je vais vous donner rapidement un exemple. Je parlais la fois passée avec quelqu'un qui m'a dit, en son temps déjà, vous imaginez, son papa avait déjà une voiture. Et un jour, il n'y avait plus. Et quand il n'y avait plus, au lieu qu'il mette les enfants dans la voiture, il a dit non, rentrez sous la pluie, allez à l'école. Tout le monde a tiqué. Mais le soir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce que dans votre classe, tous les enfants ont leurs parents en vie? Les enfants ont dit non. Est-ce que tous les parents ont une voiture? Les enfants ont dit non. Alors je vous ai dit, ça veut dire quoi? Vous mettez-vous à la place de ces enfants qui n'ont même pas de leurs parents en vie. Ils sont venus sous la pluie. Mettez-vous à la place de ces enfants dont leurs parents n'ont pas. C'est déjà des principes qu'on inculque à l'enfant. Donc c'est déjà ça l'apprentissage. Oui, progressivement l'apprentissage. Permettre à l'enfant de vivre certaines choses, quand bien même vous avez la possibilité de le lui donner. Voilà, là, à suivi d'explications, là, ça permet à l'enfant vraiment de percevoir ce que le message que veut véhiculer le père en réalité. Parce qu'il y en a, je me dis, qu'ils doivent y aller sans forcément expliquer. Est-ce que c'est la bonne méthode? C'est-à-dire, on fait vivre à l'enfant des scènes où on fait comme l'exemple de rentrer sous la pluie, enfin passer sous la pluie et se rendre à l'école, mais le parent qui ne donne aucune explication à son enfant. Non, c'est dangereux. Vous savez, actuellement, les enfants sont hyper intelligents. Il est toujours important de toujours expliquer à l'enfant pourquoi j'ai eu à faire telle chose avec toi. Parce que le but, ce n'est pas ce qu'on fait à l'enfant. Le but, c'est pour que l'enfant puisse comprendre et comprendre le principe pour pouvoir l'utiliser de mieux, bien pour pouvoir l'intégrer dans sa vie de tous les jours. Donc, si on n'explique pas, ce n'est pas bon. Je parlais de comment transmettre le sens. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça va tout donner à l'enfant. Il est important aussi que nos enfants, qu'on leur permette de faire les travaux domestiques. Vous savez, il y a plusieurs parents qui ne veulent plus aujourd'hui que les enfants fassent des travaux domestiques. Et tous les spécialistes sont d'accord là-dessus que les travaux domestiques permettent aux enfants d'acquérir un certain nombre d'habiletés dont ils ont besoin à l'âge adulte. Parce que quand vous faites les travaux domestiques, ça vous apprend de gérer le temps, de faire l'effort et de bien faire. Parce que vous voyez, quand vous faites la vaisselle, par exemple, quand ce n'est pas bien fait, tout le monde le voit. C'est clair. Et ça, c'est clair. Monsieur Arwangonou, on reviendra à vous tout à l'heure pour la suite de ces échanges. Nous allons marquer un break et c'est pour regarder du côté de la rédaction pour le 19h45 avec Nadège Soni. C'est parti.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h45 de ce lundi 2 avril 2018. Voici les titres de cette édition. Le sel importé est très prisé par les Béninois. Pourtant, plusieurs associations de femmes installées aux abords de l'océan produisent ce condiment de cuisine. Pourquoi ce désintérêt pour le sel local? La réponse dans un instant. Les forêts sacrées interviennent dans la protection de la faune et de la flore. Au Bénin, certaines d'entre elles sont en voie de disparition, un sujet préoccupant qui intéresse la rédaction de BB24. Au Japon, le groupe automobile Nissan veut construire dans le village de Nani un site de recyclage des batteries de ses voitures. Vous aurez plus de détails sur le sujet dans un instant. En cuisine comme à table, mais aussi pour les entreprises de l'alimentaire, le choix du sel est avant tout une question de goût. Au Bénin, le sel importé est très prisé par les ménages, les restaurants et même les hôtels. Résultat, le sel importé, généralement plus raffiné que le sel local, se retrouve beaucoup plus sur le marché. Dans le reportage qui va suivre, Marianne Assoumon et Jennifer Sativi nous en donnent les raisons. Cotonou, nous sommes au marché d'Antokpa. Plusieurs revendeuses de sel viennent s'approvisionner ici. Sur ce site, une usine se charge de moudre les cristaux de sel importés dans le but de les rendre plus fins pour la vente. Les clients préfèrent que les cristaux de sel soient moulus. Donc, c'est ce que nous leur offrons. Nous l'importons du Sénégal. On l'importe aussi du Ghana à côté. Nous avons aussi le sel de la Tunisie. Il y a les emballages de 25 kg, des emballages de 30 kg et des emballages de 40 kg. Malgré le coût relativement faible de l'activité, les meuniers font d'importants chiffres d'affaires. Cela s'explique par la forte demande du sel importé au détriment de celui produit au Bénin. Le sac de sel coûte 3 000 francs, mais lorsqu'il est moulu, le tout revient à 3 300 francs. Pour les fabricants de glace, des barres de glace et consoles, ils l'utilisent en cristaux comme ça vient. Et pour les fabricants de pain, on les moue, mais de façon un peu plus granulée. Par rapport à la consommation, on les fait selon la préférence de chaque zone. Le sel produit au Bénin provient essentiellement des zones marécageuses et maritimes. On le retrouve pourtant en très faible quantité sur le marché. Plusieurs raisons expliquent la situation. Je quitte Ouegbo pour m'approvisionner en sel ici. Nous avons plus de facilité à vendre le sel importé et son prix est plus abordable. La fabrication locale n'est pas utilisée pour plusieurs raisons, notamment la quantité est trop faible. Ça ne peut pas répondre à la demande du marché. Le sel produit au Bénin coûte 500 francs, mais n'est pas aussi blanc que celui du Sénégal qui coûte 300 francs. Cela nous sera plus bénéfique si le sel local venait à être répandu comme celui importé. Le sel contient des minéraux tels que le sodium, le chlorure et s'avère donc nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Néanmoins, sa consommation excessive peut générer d'autres maux comme l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas consommer plus de 2 grammes de sel par jour. Le 21 mars dernier, le monde entier célébrait la Journée mondiale des forêts. Ces forêts jouent un rôle important dans les changements climatiques qui sévissent en notre siècle. L'Afrique compte particulièrement des forêts sacrées et au Bénin, on va progressivement à leur perte. Pourquoi cette régression? Que faire pour conserver nos forêts sacrées? Réponse dans ce magazine que nous présente ici Rodrigue Babagbeto. Iroko, Baobab, Kaya, Samba, Foiroko, Karité et Fromager, quelques essences qui font la richesse des forêts béninoises. Milieu naturel où vivent une multitude d'espèces animales et végétales, les forêts du Bénin sont toujours en régression. Il y a une étude de la FAO en 2012 qui nous a dit qu'au Bénin, 50 000 hectares de forêt, 50 000 hectares disparaissent chaque année. Mais nous avons fait une étude financée récemment par la Banque mondiale qui nous a révélé que la tendance actuelle
d'accord, est de 22 à 25 000 hectares de régression par an. Cela reste, bon, une avancée notable, on va dire. Mais la forêt régresse toujours. Le domaine forestier se divise en 2 catégories au Bénin. On note les forêts classées qui bénéficient depuis la période coloniale d'actes de classement et les forêts protégées, au nombre desquelles celles dites sacrées. C'est une forêt qui naît suite à des événements qu'on ne veut pas expliquer. Un ancêtre qui allait à la chasse ou bien qui allait à la pêche et qui a rencontré un génie qui lui a parlé. En tout cas, tout un discours que l'homme n'arrive pas à expliquer se range sur le CO de mystère. Suite à l'événement qu'il n'arrive pas à expliquer, il décide de mettre au respect ce lieu. Il le balise par tout un ensemble de pratiques pour sécuriser ce lieu afin de limiter l'accès, surtout l'accès et l'usage des ressources, histoire de mieux rester en contact avec le génie ou bien l'ancêtre avec lequel il avait communiqué. Et toutes ces pratiques, il essaie de créer un ensemble, un système de valeurs, un système de croyances qu'on essaie de transmettre de génération en génération par le vaudou qu'on connaît mieux aujourd'hui. Elles portent en leur sein des divinités, des espèces végétales et fauniques rares dans le monde, dont le singe à ventre rouge, vénéré dans certaines régions du pays, et même le lingué d'Afrique. Les chiffres du dernier recensement parlent de plus de 2900 forêts sacrées au Bénin, des espaces qui sont en danger aujourd'hui. Lorsque la population augmente et que sévit la pauvreté, les premières victimes, ce sont les forêts. Parce qu'on se rabat sur les forêts, on va chercher du bois, on va récolter des fruits, on va récolter des écorces, tout ça, pour vendre et avoir de l'argent. Et ceux qui sont censés garder ces forêts sacrées aujourd'hui sont vieux et beaucoup meurent. De plus en plus, la documentation ne les accompagne pas. Donc les besoins croissants de demain vont faire que si on ne fait rien pour les sécuriser, elles vont disparaître. Quelques forêts sont déjà intégrées par le Programme des Nations Unies pour le développement dans le système des aires protégées, mais beaucoup d'efforts doivent être encore fournis. Il faut qu'on arrive à mettre le doigt sur ces communautés qui protègent les forêts là-même, de la valeur que ces forêts ont, non seulement pour elles, mais pour l'humanité entière. L'autre chose, comme je le disais, il faut qu'on travaille à documenter. Nos universitaires, quand ils finissent ces formations, on a peur parce qu'on a déjà montré aux gens que aller dans les forêts sacrées, c'est aller dans les vaudous. Quand on va dans les vaudous là, on devient ci, on devient ça, et on a peur même d'aller. Nous invitons les universitaires à se positionner sur ces forêts sacrées et à les documenter suffisamment. Les colons en son temps avaient fait un peu de travail. Aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à faire. S'il est vrai que les forêts participent à la durabilité des villes et sont de véritables poumons verts, il reste et demeure un patrimoine à préserver pour les générations futures. La mode, un secteur qui requiert imagination et créativité. Le rythme effréné de la mode impose donc aux créateurs une inventivité inlassable. Comment se ressourcent-ils? Quelle alchimie unique fait naître leur création? Et comment se présente aujourd'hui le marché incursion dans l'univers des créateurs de mode au Bénin? C'est un reportage signé Herman Rodriga-Mégan et Marianne Assoumon. Ils sont des artistes. Au rythme des 2 lames de leurs ciseaux, se dessine avec précision le spécimen d'une tenue. Ce sont des créateurs de mode, de collection, qu'ils mettent sur le marché au bout d'un processus de dur labeur. Théoriquement, il faut compter 6 bons mois pour faire une collection digne de ce nom. On couche les idées sur papier, on fait une recherche, voilà. Quel thème je vais travailler, quelle matière je vais travailler, quelles sont la gamme de couleurs, de matières, etc. Dessiner les croquis, valider, jeter, on jette beaucoup, on garde peu, etc. etc. Après, il y a le montage. Donc, à partir des croquis, nous faisons les patrons. Ensuite, la coupe et le montage des prototypes. Il y a les essayages avec les mannequins cabines. S'il n'y a pas de défilé, on peut décider de faire un shooting photo. Et puis, la mise en vente. Comment trouver l'étincelle? L'éclair de génie qui jaillit et requiert le consentement de tous. C'est un mélange de curiosité, de réflexion, d'humeur et d'instinct. L'inspiration vient de partout.
Elle vient du moment, elle vient de l'actualité, elle vient de ce qui se passe autour de nous, de nos humeurs, etc. Donc, l'inspiration vient de tout ce qui nous entoure. Un vrai créateur de mode ne cherche pas l'inspiration. C'est naturel. Moi, je crois à ce qu'on peut appeler don. Moi, je crois à cela. Je ne sais pas si j'en ai eu de toutes les façons. Je suis dans la mode et j'ai de la facilité à créer. Donc, un vrai créateur de mode naturel ne recherche pas l'inspiration. Il peut trouver l'inspiration partout, partout dans la nature, partout où il passe, il peut avoir de l'inspiration. Le secteur de la mode au Bénin connaît de plus en plus une ascension fulgurante. Même si le marché local reste très peu rentable, certains stylistes s'y accrochent tout de même, d'autres par contre se tournent vers l'extérieur. Tous ceux qui viennent de l'Afrique centrale, la plupart de l'Afrique centrale, viennent s'approvisionner au Bénin. Donc la plupart de notre clientèle se retrouve là-bas. Le Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, le Gabon et tous ces pays de l'Afrique centrale s'approvisionnent au Bénin. Ensuite de ça, aujourd'hui, il y a un marché qui commence pas à s'installer progressivement. C'est la diaspora qui commence pas à commander directement au Bénin. À travers la mode, c'est toute une identité qui se révèle. Les grands noms de la mode béninoise l'ont compris. Dans leur atelier, ils s'efforcent d'innover et croient au rayonnement de la mode béninoise. Au Japon, le groupe Nissan a décidé d'implanter dans le village de Nami un site de recyclage des batteries de ses véhicules électriques Leaf. Plus de détails dans ce reportage. Nami, ville du nord-est du Japon, située à quelques kilomètres de la centrale de Fukushima, était il y a peu encore une zone interdite. La ville a inauguré cette semaine sa première usine de recyclage des batteries de ses voitures électriques. Ce bâtiment est l'initiative du groupe japonais Nissan qui a recruté à son actif 10 employés pour un début. L'objectif est d'attirer l'attention des étrangers et de nombreux visiteurs avec ce programme d'échange de batteries pour automobiles électriques présenté comme unique au monde, qui débutera en mai au Japon avant une possible expansion à l'international. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Retrouvez Estelle Pazou demain à 12h45. Voilà, merci beaucoup à vous Nadège Soni, agréable soirée, cette soirée du lundi de Pâques. Ça se poursuit en tout cas chez nous sur ce plateau du grand rendez-vous et nous sommes avec, dans la page Espère, avec un invité, coach en leadership parental. Il s'appelle Monsieur Fulgence Awangonu et nous parlons avec lui de l'apprentissage au sens de l'effort au tout petit. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il vaut mieux laisser l'enfant aussi vivre certaines expériences de la vie. C'est-à-dire, même s'il a tous les moyens à bord, enfin, par le biais des parents, bien entendu, mais il est important que l'enfant aussi goûte, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'aux petites difficultés de la vie, aux petites douleurs de la vie. Ça lui permet de grandir et de mûrir son esprit. En effet, oui. Et je parlais tout à l'heure de la nécessité d'habituer nos enfants déjà aux travaux. Aux tâches domestiques. Alors, en quoi est-ce que c'est si important? Vous avez commencé les explications tout à l'heure, le développement. Je voudrais vraiment qu'on prenne tout le temps là-dessus. On y va rapidement. C'est si important parce que ces tâches nous permettent de développer un certain nombre d'habiletés, nous permettent de développer un certain nombre de compétences. D'abord, ça nous permet de gérer le temps. Lorsque vous devez aller à l'école et que vous savez que vous avez 10 minutes à passer le matin ou même 5 minutes pour faire quelque chose. Ça vous permet d'abord de savoir gérer votre temps. Et les travaux domestiques demandent un peu d'effort. Vous devez faire un peu plus. Le un peu plus, c'est quoi?
si vous ne le faites pas, le travail ne sera pas bien fait. Si vous devez faire la vaisselle et que vous ne le faites pas bien, ça se sent. Est-ce que justement, à 7 ans, on peut déjà inviter son petit garçon ou sa petite fille c'est pas aux travaux domestiques, à balayer, à nettoyer le salon, la chambre, la cuisine, à faire la vaisselle? Pour un enfant de 7 ans, c'est pas trop tôt à votre avis? Je vous donne, lorsque je parle de l'enfance, je mets là-dedans aussi, et la préadolescence, ça veut dire jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans. Lorsque l'enfant se réveille et qu'il doit d'abord faire son lit, ou bien balayer sa chambre, c'est déjà un plus. Même s'il doit nettoyer, bien essuyer le lit parce qu'il y a la poussière, ou bien juste essuyer le guéridon au salon, c'est déjà un plus. Ce n'est pas de grandes choses, parce que, attention, on doit toujours regarder l'âge, c'est en fonction de l'âge que les travaux domestiques sont distribués en famille. Et celui qui a 15 ans, 17 ans, et en fonction du sexe aussi, il faut le dire, surtout dans notre société. Oui, parfois en fonction du sexe. On sent que pour le petit garçon, on ne peut pas l'envoyer quand même avec la palette à la main en train de... C'est un faux problème. Vous savez, j'ai animé il y a un moment une conférence pour la fête de 8 mars où j'ai démontré qu'il est important que l'homme aussi passe au tablier. Lorsque vous allez sur le campus, vous allez constater que si vous n'avez pas cette capacité, vous allez tellement souffrir. Ça nous a sauvés, nous autres. Non, l'université, c'est carrément un autre monde. Et si vous n'avez pas appris ça, vous n'aurez pas eu la chance de le faire. Vous allez passer votre temps à manger comme... Et on va sentir ça sur vous. Donc, c'est important d'habituer les enfants aux travaux domestiques. Ça leur permet de faire un peu d'effort et ça leur permet de pouvoir bien faire, de gérer leur temps. Et c'est important pour la suite. La troisième chose, c'est d'amener l'enfant à toujours faire un peu plus. Un peu plus à chaque fois. Vous savez, même à l'école, vous savez, à chaque soir, il y a toujours un temps réservé pour les études. Il est toujours important que d'amener l'enfant. La preuve, lorsqu'on passe de classe en classe, on fait toujours un petit plus. Si vous avez l'habitude de prendre 5 minutes quand vous êtes au CI, au CP ou 10 minutes pour vos exercices, au CE1, ça va toujours s'ajouter. Donc, il faut s'assurer qu'à chaque fois, il y a un petit plus qui s'ajoute. À chaque fois, il y a toujours un petit plus qui s'ajoute. Parce que si on ne le fait pas, un jour, nous allons retrouver nos enfants. Et ça, ce rôle-là, ce devoir ou cette tâche incombe aux parents? Ah oui, ça incombe aux parents. Nous, les parents, nous avons la responsabilité d'éduquer, de transmettre à nos enfants les valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a le sens de l'effort. Il y a la gestion du temps, il y a le respect, il y a la politesse. Il y a beaucoup de choses. Et les parents doivent pouvoir faire face à cela. Sinon, nous aurons demain une génération et on va assister à des trucs pas possibles. Donc, c'est important d'amener les enfants à faire un peu plus. Et en le faisant, nous, les parents aussi, on doit faire l'effort. Est-ce que dans le petit déjeuner, je voudrais, parlant justement d'efforts et à chaque fois faire, enfin chaque jour, un peu plus, est-ce qu'on peut viser du côté de leur argent de poche, leur montrer que c'est difficile, si entre-temps on leur donnait 200 ou 300 francs pour petit déjeuner, serrer un tout petit peu la ceinture et revoir ce montant à la baisse? Est-ce que ça, c'est aussi une méthode pour apprendre à l'enfant le sens de l'effort, le sens que, bon, c'est pas de ce que la vie n'est pas aussi facile? Je ne vais pas ici demander qu'on réduise. C'est vrai que ce n'est pas, on ne voulait pas parler de ça. Nous sommes en train d'expérimenter quelque chose maintenant où on veut faire attention et le rapport que nos enfants ont avec la matière, avec l'argent. Je suis en train d'expérimenter quelque chose avec des parents où on ne nous donnera même pas de petit déjeuner aux enfants. Ce sera après. Et quelle est l'alternative? L'alternative, s'il n'y a pas de petit déjeuner, les enfants font comment? On mange avant de quitter la maison. Et à l'école, et ce n'est pas partout, il y a de ces écoles où l'enfant aura juste à prendre à manger, mais il ne nous donnera pas l'argent. Ce sont les parents qui vont remettre. Parce que ce qui se passe dans notre société est extrêmement... Le rapport que nos enfants ont avec l'argent aujourd'hui, il y a de ces parents qui donnent 1000 francs, 2000. Est-ce que, selon vous, c'est ce qui explique ce phénomène qui de plus en plus prend de l'ampleur chez nous ici au Bénin et certainement ailleurs? On entend les informations un peu partout. La cybercriminalité, les gaiemans existent partout. Est-ce que c'est une des raisons, à votre avis? Et quelle est la responsabilité des parents, justement, dans ce phénomène-là qui gangrène notre société? Lorsque vous avez habitué votre enfant à prendre 1000 francs, 550 000, 100 000 comme agent de trucs là, et qu'il rentre dans le monde du travail, bien il finit ses études, et que son premier emploi ne lui donnera que 30 000, il n'ira pas au travail. Il va préférer faire ce qui est mieux et qui va lui rapporter plus. Au Bénin, il n'y a rien à faire pour qu'à 25 ans, on achète une voiture de 10 millions. Je dis au Bénin, il n'y a rien à faire quand on a 25 ans où on peut acheter une voiture de 10 millions. Au Bénin,
Ce n'est pas possible. Mais il y en a de ces jeunes-là qui ont des voitures de 2 millions à 25 ans. Donc il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quel est notre rapport avec l'argent? Quel est notre rapport avec la matière? Comment transmettons-nous à l'enfant l'image qu'il a de l'argent, de la matière, l'utilisation même de l'argent? Nous devons revoir tout cela et progressivement. Vous savez, la fois passée, j'ai fait une conférence avec les jeunes dans la motivation, les jeunes du CM2. Le thème, c'était « Le temps, c'est le succès ». On dit souvent « Le temps, c'est l'argent ». Je leur ai dit que le temps, ce n'est pas l'argent. On va revenir à vous certainement pour... Oui. Nous devons revoir le champ même lexical de la matière. Progressivement. On dit souvent aussi que, M. Awangonou, que les meilleures éducations se font par exemple, l'exemple. Donc le père ou la mère qui doit être un exemple, un modèle pour son enfant. Alors, comment cette valeur doit-elle se transmettre de parent à enfant? Le père qui doit être un exemple pour son petit garçon et la mère un modèle, hein, alors là, un modèle pour sa petite fille. C'est comme si vous avez lu mon ouvrage, mon livre pour une parentalité efficace, où nous avons parlé de comment transmettre à nos enfants les valeurs de politesse et de savoir-vivre. Et dans notre développement, nous avons montré la nécessité de donner l'exemple. C'est d'abord nous, les parents, qui devons être les exemples de nos valeurs. Vous savez, la période de l'enfance, c'est une période où on imite tout ce que l'enfant voit et tout ce que l'enfant entend. Il finit souvent par y adhérer. À partir de ce moment, qu'est-ce que nous faisons devant nos enfants? Qu'est-ce que nous disons devant nos enfants? Point d'interrogation, et je voudrais que M. Awangonou lance un appel aux parents qui nous suivent en ce moment sur cette émission. Je voudrais demander aux parents de prendre leurs responsabilités face à la montée de la facilité, du gain facile. Et il y a toujours de ces signes qui indiquent que l'enfant est en train de virer, l'enfant est en train de devenir autre chose. Ses copains, l'achat de téléphone portable hors norme. C'est pas ça, ou bien une chaussure très chère, alors que ce n'est pas la valeur de son petit déjeuner. Ce sont ces signes qui doivent nous montrer que, attention, notre enfant est en train de vivre au-delà de ses moyens. Et je nous interpelle, quel est le rapport que nos enfants ont avec la matière, avec l'argent? Merci beaucoup, Monsieur Fulgence Awangonou. Vous êtes coach en leadership parental et vous nous avez entretenu sur l'éducation des enfants, comment transmettre le sens de l'effort à nos tout petits. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, chers amis téléspectateurs. C'est là le dernier plateau que nous vous avons réservé et offert déjà ce soir sur BB24. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre debout, tambour, le dernier plateau, j'allais dire non, l'avant-dernier plateau, puisque le dernier plateau, c'est bel et bien Autant savoir. Autant savoir reçoit pour vous ce soir, chers amis téléspectateurs, le père Hubert Kedouidé. Il est le directeur de l'audiovisuel au service de l'archidiocèse de Cotonou. Mais avant de lui laisser le temps de parole, nous vous invitons à regarder cet élément. Le jeûne, dans l'Église catholique, c'est le droit canon dit que le jeûne doit être pratiqué le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ça, c'est les 2 jours d'obligation. Quand on rate ces jours-là, vous avez déjà combien de péchés, vous devez vous confesser. Vous pouvez jeûner, vous pouvez faire le carême. Mais nous, Céleste, nous faisons un carême de 7 jours qui commence depuis le dimanche à 0h jusqu'au samedi à 0h. Et quand nous finissons, notre carême est assorti de beaucoup de choses. Pendant le carême, nous devons nous sanctifier. Nous devons nous interdire un certain nombre de choses. Le chemin de croix nous fait revivre cette souffrance, cette passion du Christ. Ça nous plonge dans cette passion du Christ, que le Christ a accepté amoureusement. C'est par amour qu'il a accepté de souffrir pour nous. Le carême finit le samedi saint avec la célébration de la veillée pascale. Et là, avec Pâques, la vie reprend, on mange. Le Christ est ressuscité.
La communauté chrétienne célèbre le lundi de Pâques aujourd'hui. La rubrique Autant savoir vous fait le plaisir de recevoir le père Hubert Kedowide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est le directeur de l'audiovisuel au service de l'archidiocèse de Cotonou. Bonsoir mon père. Oui, bonsoir et bonsoir aux amis téléspectateurs. Bonne fête, hein, puisque nous célébrons toujours la fête. Oui, nous sommes dans l'octave pascal. Voilà. La fête de Pâques est exceptionnelle parce que nous célébrons la joie du Seigneur pendant 8 jours et puis ensuite pendant 50 jours. Alors, oui. Joyeuse fête de Pâques à tous et à chacun. Expliquez-nous davantage pourquoi 8 jours et après 50 jours. Oui, mais après, au lendemain de la fête, on parle de l'octave, ça veut dire 8. Donc pendant 8 jours, nous chantons Alléluia, gloire à Dieu au plus haut des cieux, nous jubilons, nous sommes heureux de la victoire du Christ sur la mort. Et nous sommes heureux d'être héritiers de cette victoire parce que avant nous, le Seigneur nous donne la victoire. Ensuite, pendant 50 jours, parce qu'avant de tomber dans l'année liturgique ordinaire, c'est-à-dire avant le temps liturgique ordinaire, ce serait après la fête de la célébration de la Pentecôte. Okay. C'est 50 jours après Pâques. Donc, durant tout ce temps, c'est d'ailleurs la seule fête où on célèbre aussi longtemps la joie pascale. Donc ça veut dire que la fête de Pâques a un sens vraiment particulier. Particulier parce que, comme dit l'apôtre Saint Paul, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. C'est la résurrection qui donne sens à tout ce que nous faisons. Sans la résurrection, on n'aurait pas pu dire que Jésus-Christ est Seigneur. Il est né dans une mangeoire à Noël que nous célébrons, si vous voulez, dans une sorte de ferveur, mais rapidement coupée avec le temps ordinaire qui commence aussitôt après la célébration du baptême du Seigneur. Mais Pâques, c'est vraiment la résurrection. Et cela indique également que notre vie doit être une vie de ressuscité. N'est-ce pas? Tout le temps. On reviendra justement là-dessus sur cet aspect-là, le comportement que doit avoir, n'est-ce pas, le chrétien catholique après la fête de Pâques. Mais déjà, je voudrais vous demander, Père, le Nouvel An chrétien, est-ce que c'est Pâques ou c'est Noël? Alors, ça dépend de là où on se situe, mais véritablement, il n'y a pas à opposer Noël à Pâques. Parce que vous savez, on a commencé la célébration de Pâques et en célébrant ce qu'on appelle dans notre jargon le Triduum pascal. Et le Triduum pascal commence par le jeudi saint, la Sainte Seine, où Jésus se donne en nourriture. Voilà. Il se donne en nourriture et lorsqu'on regarde un peu, Jésus est né dans une mangeoire, c'est-à-dire l'assiette des animaux. Donc déjà, depuis la naissance, il s'est fait nourriture pour chacune et chacun de nous. De sorte que... Et nourriture et enfin, le liquide qu'on boit, le vin. Oui, c'est ça, le sang du Christ. Le sang du Christ. Alors, il s'est donné dès le début, comme depuis le début de la création, la première invitation de Dieu à notre humanité, c'est de faire du jardin d'Éden un grand réfectoire à ciel ouvert, où nous pouvons manger tous les fruits qui étaient là-dedans, sauf le fruit qui peut apporter la constipation. Le fruit défendu. Défendu, justement. Du jardin d'Éden. Et je pense que la naissance du Christ a été déjà cette revanche-là, ce nouveau départ, cette nouvelle humanité régénérée dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'avec la naissance de Jésus-Christ commence l'année nouvelle pour le chrétien. Et cette année qui est consacrée dans sa mort et dans sa résurrection. Donc il n'y a pas d'opposition à faire, c'est une totalité en déploiement. D'accord. Vous avez tout à l'heure parlé du jeudi saint où on assiste à une partie saine, en tout cas, de l'histoire que nous vivons, que tous les chrétiens vivent pendant Pâques. Et nous savons qu'il y a le lavement des pieds. C'est quoi ce geste? Qu'est-ce qu'il représente pour la vie d'un chrétien? Au fond, c'est le ministère. Voilà. Vous savez, on dit tout. Je suis heureux lorsqu'on, après avoir parlé du président de la République, on parle de ses ministres. Alors, si les ministres peuvent prendre conscience que le ministère, c'est un service.
c'est une attitude d'humilité qui vient au service des autres. Et le Seigneur qui est venu à notre service, lui qui était Dieu, n'a pas voulu garder sa dignité divine, il s'est anéanti, devenant semblable à nous, excepté le péché, pour assumer notre péché. Et il va jusqu'au bout de cet abaissement. Et il montre le chemin à ses disciples. Il leur dit, ne soyez pas comme les grands de ce monde. Ils commandent un maître et ils font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Que le plus grand soit le service de tous. Voilà. Et lui, le premier, n'a pas fait que parler. Il a enjoint le geste à la parole en lavant les pieds de ses disciples. Et le symbolisme est très fort, parce que le pied, c'est le contact premier avec le sol. Avec le sol. Et le Seigneur, en nous lavant de ce contact avec le sol, avec la saleté du monde, nous détache de du tout sol péché pour nous orienter vers le ciel. Voilà. Désormais, nous ne sommes plus dans le service qu'il fait, nous ne sommes plus des gens attachés au sol, mais nous sommes régénérés par le Christ pour tourner tout notre regard vers Dieu. Voilà, et ça va durer combien de temps? Est-ce que ça va rester toute l'année jusqu'à ce jeudi prochain, 365 jours vont passer? Comment doit se sentir le chrétien après donc le lavement de ses pieds? Le chrétien, une fois qu'il est lavé, comme on le fait pendant le temps de carême, on s'assainit, on se purifie grâce à la confession. Ça prend combien de temps justement? Ça prend toute la vie. Mais on le fait à chaque fois, chaque année. On le fait tout le temps parce il faut le faire tout le temps. C'est-à-dire, il faut être, tant que nous n'entrons pas dans la béatitude éternelle de Dieu, le cheminement spirituel est un recommencement, un combat permanent de s'arracher du mal. Et je pense que cette attitude de lavement nous montre que nous sommes appelés régulièrement à nous détacher de nos souillures pour qu'à chaque occasion que nous offre la grâce du Seigneur, nous puissions renaître à nouveau. Et qu'est-ce qui, selon vous, Père, cette période de Pâques représente pour le chrétien, de façon générale? La résurrection. Pas seulement pour le chrétien. Moi, je dis que même ceux et celles qui ne croient en rien du tout. Ah oui. Et rien du tout, puisque c'est quoi la résurrection? C'est la Pâque, c'est-à-dire le passage. Le passage d'un état de dégérescence, d'un état de mort, d'un état d'échec à la victoire. Et qui, dans la vie, ne connaît pas les épreuves? Qui ne connaît pas les moments d'échec? Que nous soyons chrétiens, musulmans, animistes ou non-croyants. Non-croyants, incrédules, nous faisons l'expérience de l'échec. Et voilà que quelqu'un nous dit que au cœur même de l'échec, il y a la gestation d'une nouvelle espérance. Et c'est justement cette nouvelle espérance que nous portons et que nous allons chercher, nous allons cueillir à chaque fois. Et qui nous permet de nous surpasser, de dire que ce n'est pas fini. Rien n'est fini, même au cœur de la mort. Une vie nouvelle peut naître. Il ne faut pas être des démissionnaires. Si on ne croit pas à ça, même si on ne veut pas croire en Jésus-Christ sorti du tombeau, il faut croire à l'espérance que porte la résurrection et que porte la Pâque. Et si nous croyons en cela, eh bien nous serons comme requinqués de force, de joie, de paix pour continuer le chemin. Est-ce que c'est ce que recherchent certains parents quand ils décident déjà dès le bas âge de faire baptiser leurs enfants et un jour de Pâques? Oui, pendant longtemps, il faut souligner que, d'ailleurs, pendant longtemps dans l'histoire de la liturgie catholique, n'oubliez pas que la messe et la confession se faisaient seulement une seule fois l'an, c'est-à-dire à Pâques. C'est à Pâques que tout était comme concentré. Maintenant, nous avons la chance, avec les divers conciles, de pouvoir célébrer cela tous les jours. Et ceux qui le peuvent tous les jours, sinon que les dimanches. Et chaque paroisse, chaque diocèse organise des baptêmes.
Je pense qu'en revenant à la source, pour que au cœur de la célébration pascale, qu'on célèbre la renaissance des enfants, je pense que c'est cette joie-là qu'éprouvent des parents, surtout les grands-parents, qui veulent que leur enfant, au cœur de la fête, soit célébré, donc soit accueilli comme membre de la grande famille des enfants de Dieu. Et je ne suis pas entré dans leur cœur, mais j'imagine que c'est pour être dans cette joie familiale qu'ils proposent cela. Il n'y a rien de spécifique sur le plan liturgique. D'accord. Et quelle est l'attitude que doit adopter le chrétien après, puisque nous sommes déjà lundi de Pâques aujourd'hui, demain c'est mardi, on aura dit que Pâques c'est fini pour l'édition 2018. Alors, est-ce que... Oui, c'est ce que je vous disais au début, Pâques, ce n'est pas fini, même sur le plan liturgique, l'Église va nous tenir pendant 50 jours. Mais est-ce que les fidèles, justement, vous le dites parce que vous êtes une personne avisée, vous êtes muni d'informations qu'il faut et vous y croyez fermement. Est-ce que le chrétien ordinaire le sait et qu'il doit rester justement dans cette même dynamique 50 jours après Pâques? Oui, 50 jours après Pâques comme un début, comme une sorte de réchauffement, mais c'est pour toute la vie. Voilà. C'est pour toute la vie. Ce que nous célébrons, en fin de compte, ce n'est pas quelque chose d'un instant, c'est quelque chose de tous les temps. Tous les temps. Et c'est pour cette raison que j'invite tous ceux et celles qui nous écoutent d'être des hommes et des femmes pascales. C'est-à-dire que mon père, de mener une vie pascale, une vie de ressuscité, c'est une vie de joie que rien ne peut nous l'arracher. Le Seigneur nous dit, ma joie, je vous la donne et rien ne peut vous l'arracher. Même au cœur de la souffrance, puisque lui-même nous dit, réjouissez-vous, même si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc celui qui est un homme de ressuscité, ayant comme héritage la résurrection donnée par le Christ, mais c'est quelqu'un qui est enflammé de cette joie intarissable. Et tout chrétien, et je vous défie, ceux qui sont chrétiens vraiment, si vous arrivez de les voir tristes, ça devait être une anomalie. Donc le chrétien, par définition, doit être quelqu'un de toujours gai. Joyeux, parce qu'il porte toujours la bonne nouvelle du triomphe de cette victoire que rien ne peut lui arracher. Et même en traversant des moments de difficulté. C'est ça qui lui fait demeurer debout au cœur de la tempête. Sinon, il n'est pas chrétien. Déjà, même l'apôtre Saint Jacques nous dit que l'épreuve vérifie la qualité de notre foi. C'est au cœur des intempéries de la vie que le chrétien, plus que jamais, doit resplendir à nouveau. Et vous savez qu'à Pâques, on commence la célébration, la veillée pascale, par un symbolisme très intéressant. Lequel? L'allumage des bougies, du siège pascal. Voilà. Pour dire que nous sommes désormais la lumière du monde. Et la lumière ne brille vraiment qu'au cœur des sociétés. Donc, quand vous êtes en période de turbulence, en période d'échec, en période de grande noirceur, mais faites briller la lumière. Plus c'est noir, plus la lumière porte son éclat. Donc, le chrétien qui est lumière du monde, plus au cœur de l'épreuve, doit être de plus en plus éclatant, puisqu'il résiste à la noirceur du monde. Pâques Douidé, c'est vrai, vous l'avez dit, on vous a compris. Pâques n'est pas fini, c'est vrai aujourd'hui. Hier c'était Pâques, dimanche, aujourd'hui lundi de Pâques, mais on continue toujours de célébrer Pâques parce qu'on en a pour toute la vie. Alors est-ce à dire que le carême, puisque les chrétiens ont vécu ce temps d'abstinence pendant 40 jours avant de célébrer Pâques. Est-ce à dire que de façon régulière aussi, ils doivent à leur niveau déterminer des moments de jeûne? C'est important pour la vie, simplement. On ne peut pas manger tout le temps. L'homme, l'être humain, c'est le seul, disons la seule machine qui roule du début de la vie jusqu'à la fin sans s'arrêter.
même ceux qui nous apprennent à bien manger, nous demandent de tenir quelques moments de jeûne pour laisser le moteur se refaire. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Il faut des privations qui sont comme une sorte de carburant spirituel. Ces privations-là sont nécessaires pour la vie, pour dire que on est dans une attitude de détachement. Et c'est par rapport à ça qu'on garde toute la sérénité possible pour avancer. Donc le temps de carême nous rappelle simplement que nous devons lutter contre nous-mêmes pour être nous-mêmes. Alors, pour résumer tout ça, pour ceux-là qui viennent de nous prendre au vol après la célébration de Pâques, quel comportement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, après la célébration de Pâques, il faut retrouver son identité. Parce que la Pâques nous a redonné l'identité que le mauvais nous a arrachée. Nous étions créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le péché, c'est un corps étranger, un intrus qui est venu perturber cette identité avec le Seigneur. Et par sa mort et sa résurrection, le Seigneur nous restitue notre identité. Désormais, il faut la garder intacte. Tout simplement. Il ne faut pas la laisser encore vilipender par le péché et par toutes sortes de caprices. Il faut donc continuer la lutte permanemment et être des soldats de Christ pour un jour participer au trophée royal. Et c'est sur cet appel du Père Hubert Kedouide que nous mettons donc un point final à Autant Savoir de ce jour. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'audiovisuel au service de l'archidiocèse de Cotonou. Merci beaucoup d'être venu par ici. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Avant de vous laisser partir, nous allons faire un tour, encore une fois, à la météo. Voilà, stop et fin pour le grand rendez-vous de ce soir, lundi 2 avril 2018. Merci à Estelle Pazou et à son invité Edgar Degueno avec qui nous avons parlé du maraîchage sans engrais chimiques. Merci aussi à Amandine Anemboso qui nous a parlé des forêts au Bénin, état des lieux, et nous remercions son invité qui est passé ici nous voir pour des informations utiles, Monsieur Vivien Essenoua, qui est environnementaliste et forestier. Merci aussi à notre prêtre, le Père Hubert Kedouide, qui est le directeur de l'audiovisuel service de l'archidiocèse de Cotonou, pour cet entretien sur Pâques. Oui, célébration de Pâques. Et après, nous avons suivi également M. Fulgence Awangono, qui est coach en leadership de développement. Voilà. Bonne fête chez vous, bonne continuation de célébration de lundi de Pâques. Passez d'agréables moments avec nous sur Bénin Business 24. Portez-vous bien. Au revoir.